Lecture dédiée à Evelyne Gallet. La lune brille, belle fille, n'aura pas mon amant, si blanche qu'elle brille. Jean Genet, L'enfant criminel. Sont mes dents, Paul Morillon, édition, 1949. oui, mordre jusqu'au sang, mes dents qui savent mordre, la chair de mon amant que j'enfièvre. La radiodiffusion française m'avait offert une de ces émissions qu'elle nomme carte blanche. Je l'acceptais afin de parler de l'enfance criminelle. Mon texte, accepté d'abord par M. Fernand Pouet, vient d'être refusé. Au lieu de fierté, j'en éprouve quelque honte. J'eusse voulu faire entendre la voix du criminel, et non sa plainte, mais son chant de gloire. Un vain souci d'être sincère m'en empêche, mais d'être sincère moins par l'exactitude des faits que par obéissance aux accents un peu rauques qui seuls pouvaient dire mon émotion, ma vérité, l'émotion et la vérité de mes amis. Les journaux déjà s'étonnèrent qu'un théâtre fût à la disposition d'un cambrioleur et d'un pédéraste. Je ne puis donc parler devant le micro national. Je répète que j'ai honte. Je fusse cependant resté dans la nuit, mais au bord du jour, et je recule dans les ténèbres desquelles je faisais tant d'efforts pour m'arracher. Le discours que vous lirez était écrit pour être entendu. Je le publie néanmoins, mais sans espoir d'être lu par ceux que j'aime. À la radio, je l'eusse fait précéder d'un interrogatoire, administré par moi, à un magistrat, à un directeur de pénitencier, à un psychiatre officiel. Tous refusèrent de répondre. Jean Genet. Que l'on veuille bien comprendre et l'excuser, mon émotion, quand je dois exposer une aventure qui fut aussi la mienne. Au mystère que vous êtes, il me faut opposer, et le dévoiler, le mystère des bagnes d'enfants. Épars dans la campagne française, souvent dans la plus élégante, il est quelques lieux qui n'ont pas fini de me fasciner. Ce sont les maisons de correction, dont le titre officiel est trop poli, est maintenant patronage de relèvement moral, centre de rééducation, maison de redressement de l'enfance délinquante, etc. Le changement de titre est déjà un signe. L'expression maison de correction, et quelquefois pénitencier, devenue une sorte de nom propre ou, plus exactement encore désignant un endroit idéal et cruel, situé très profondément dans le cœur de l'enfant, avait une violence que les éducateurs ont essayé d'affaiblir. Toutefois, je l'espère, secrètement les enfants, malgré les termes révélateurs d'une hygiène assez niaise, reconnaissent l'appel du pénitencier ou du bagne. Sauf qu'il les situe maintenant plus dans une région morale qu'en un point précis de l'espace. Il était sot de s'attaquer au nom, en croyant que changerait l'idée de la chose nommée, puisque cette chose est, si j'ose dire, vivante, puisqu'elle se fait par le seul mouvement, par le seul va-et-vient de l'élément le plus créateur, les enfants délinquants, ou criminels. Je veux dire encore que cet endroit du monde portant l'un des titres cités plus haut a son reflet, son image plutôt, son foyer, dans l'âme des enfants. J'en reprendrai l'idée tout à l'heure. Saint-Maurice, Saint-Hilaire, Belle-Île, Ess, Agnan, Montesson, Maitret. Voilà quelques-uns des noms qui ne sont peut-être rien pour vous. Dans la tête de chaque enfant qui vient de commettre un délit ou un crime, ils sont la projection, pour un temps définitif, de leur destin. Je suis condamné à la 21, disent-ils. Ils commettent une erreur, volontairement, puisque la conclusion du tribunal qui les juge est celle-ci, acquitté comme ayant agi sans discernement et confié jusqu'à majorité au patronage de redressement. Mais le jeune criminel refuse déjà l'indulgente compréhension et sa sollicitude d'une société contre qui il vient de s'insurger en commettant son premier délit. Ayant à 15 ou 16 ans, ou plutôt, acquis une majorité que les braves gens n'auront pas encore à 60, il méprise leur bonté. Il exige que sa punition soit sans douceur. Il exige d'abord que les termes qui la définissent soient le signe d'une cruauté majeure.
C'est avec une sorte de honte que l'enfant avoue qu'on vient de la quitter ou qu'on le condamne à une peine légère. Il souhaite la rigueur, il l'exige. En lui-même, il entretient le rêve que la forme qu'elle prendra sera un enfer terrible, et la maison de correction, l'endroit du monde d'où l'on ne revient pas. En effet, on n'en revenait pas. En sortant, on était autre. C'est un brasier qu'on avait traversé. Et les noms que j'ai cités tout à l'heure ne sont pas quelconques. Ils sont chargés d'un sens, d'un poids de terreur que les enfants exagèrent encore. Or, ces noms seront la preuve de leur violence, de leur force, de leur virilité. Car c'est bien elles que les enfants vont conquérir. Ils exigent que l'épreuve soit terrible, afin d'épuiser peut-être un impatient besoin d'héroïsme. Mes traits, dans ma jeunesse, étaient parmi les noms les plus prestigieux. Sous les coups d'un généreux imbécile, Maitret a disparu. C'est aujourd'hui une colonie agricole, je crois. C'était autrefois un endroit sévère. Depuis son arrivée dans cette forteresse de lauriers et de fleurs, car Maitret n'était pas close de murailles, le jeune hors-la-loi qui portait dès cet instant le nom de Colomb était l'objet de 1000 soins destinés à lui prouver sa réussite criminelle. On l'enfermait dans une cellule peinte entièrement, le plafond compris, en noir. Ensuite, on l'habillait d'un costume célèbre dans la région, pour ce qu'il évoquait l'épouvante et l'ignominie. Ensuite, et au cours de son séjour, le colon connaissait d'autres épreuves, les bagarres, quelquefois mortelles, que les gaffes ne dérangeaient pas, le hamac des dortoirs, les silences durant le travail et les repas, les prières ridiculement prononcées, les punitions du quartier, les sabots, les pieds écorchés, la ronde au soleil au pas cadencé, la gamelle d'eau froide, etc. Nous connaissions cela à mes traits, à quoi, comme des échos se répondent, répondait le supplice du puits à Belle-Île, la fosse, le tombeau, la gamelle vide, le quartier, le jeu des tinettes, la salle de discipline dans d'autres colonies. Les collèges, les écoles, les lycées ont leur discipline qui peut paraître aussi sévère, aussi impitoyable à des natures sensibles. Nous répondrons que le collège n'est pas fait par les enfants, il est fait pour eux. Quant aux pénitenciers, ils sont bel et bien la projection sur le plan physique du désir de sévérité enfoui dans le cœur des jeunes criminels. Ces cruautés que j'énumérais, je ne les imputerai pas aux directeurs ni aux gardiens d'autrefois. Ceux-ci n'en étaient que les témoins attentifs, féroces aussi, mais conscients de leur rôle d'adversaire. Ces cruautés devaient naître et se développer nécessairement de l'ardeur des enfants pour le mal. Parenthèse. Le mal. Nous entendons bien cette volonté, cette audace de poursuivre un destin contraire à toutes les règles. Fermez la parenthèse. L'enfant criminel, c'est celui qui a forcé une porte donnant sur un endroit défendu. Il veut que cette porte ouvre sur le plus beau paysage du monde. Il exige que le bagne qu'il a mérité soit féroce, digne enfin du mal qu'il s'est donné pour le conquérir. Depuis quelques années, des hommes de bonne volonté essayent d'apporter quelque douceur à tout cela. Ils espèrent et parviennent quelquefois à gagner des âmes à la société, à nous faire, disent-ils, rentrer dans le droit chemin. Les réformes sont heureusement en surface, elles n'altèrent que la forme. Mais qu'ont-ils fait? Au gardien, ils ont donné un autre nom, le surveillant. Ils l'ont aussi vêtu d'un uniforme qui doit rappeler un peu moins celui des gaffes des prisons. Ils l'ont obligé à user moins de la violence physique et de l'insulte, et ils ont interdit les coups. À l'intérieur de ce patronage, ils ont adouci la discipline. Ils ont donné à ceux qu'ils appellent les rééduqués la possibilité de choisir un métier. Ils ont, dans le travail et dans le jeu, accordé plus de liberté. Les enfants peuvent parler entre eux, aborder les surveillants ou le directeur. Le sport est favorisé. Les équipes de football de Saint-Hilaire s'opposent à celles des villages voisins et les joueurs se déplacent quelquefois seuls d'une ville à l'autre. Au patronage, la presse est tolérée. Une presse choisie, toutefois épurée. La nourriture est améliorée, on a le chocolat le dimanche matin. Enfin, mesure qui devrait achever l'efficacité des réformes, l'argot y est banni. Bref, on accorde aux jeunes criminels une vie voisine de la vie la plus banale. On l'appelle régénérescence. La société cherche à éliminer ou à rendre inoffensifs les éléments qui tendent à la corrompre. Il semble qu'elle veuille diminuer la distance morale entre la faute et le châtiment, ou mieux, le passage de la faute à l'idée de châtiment.
Une telle entreprise de castration va de soi. Elle ne m'émeut guère. En effet, si les colons à Saint-Hilaire ou à Belle-Île mènent une vie en apparence semblable à celle d'une école d'apprentis, ils ne peuvent pas ne pas savoir ce qui les rassemble ici, dans cet endroit particulier, et que c'est le mal. Et d'être gardée secrète, non exhalée, cette raison gonfle chaque intention de chaque enfant. À l'argot habituel qu'on leur interdit, les colons en ont substitué un autre, plus subtil encore, et qui, par le fait d'un mécanisme que je ne puis expliquer devant ce micro, rejoint l'argot de mes traits. À Saint-Hilaire, l'un d'eux que j'avais apprivoisé me dit un jour: Quand je vous ai dit que le copain s'était sauvé, ne répétez pas au directeur que j'ai dit qu'il s'était biché. Il avait lâché le mot. C'est celui même que nous employions à Maitret pour parler du gosse qui s'évade, se sauve, que les paysans vont court dans les bois comme une biche. J'étais au fait d'un langage secret, plus savant que celui qu'on voulait abolir, et je me demande s'il ne servait pas à exprimer des sentiments trop précautionneusement cachés. Les éducateurs ont la naïveté d'une salutiste et sa bonté d'âme. Le directeur d'un des patronages me montra dans son bureau un jour une panoplie dont il paraissait fier, une vingtaine de couteaux enlevés à des gosses. Monsieur Genet, me dit-il, l'administration m'oblige à leur enlever ces couteaux. J'obéis donc, mais regardez-les. Voulez-vous me dire s'ils sont dangereux? Ils sont en fer blanc. En fer blanc. Avec ça, on ne peut pas tuer quelqu'un. Ignorait-il qu'en s'écartant davantage de sa destination pratique, l'objet se transforme, qu'il devient un symbole. Sa forme même change quelquefois. On dit qu'il s'est stylisé. C'est alors qu'il agit sourdement, dans l'âme des enfants, il accomplit de plus terribles ravages. Enfoui dans une paillasse la nuit, ou caché dans la doublure d'une veste, d'un pantalon plutôt, non pour plus de commodité, mais afin qu'il voisine avec l'organe dont il est le symbole profond, il est le signe même du meurtre, que l'enfant ne commettra pas effectivement, mais qui fécondera sa rêverie et la dirigera, je l'espère, vers les manifestations les plus criminelles. À quoi sert donc qu'on le lui enlève? L'enfant, comme signe du meurtre, choisira un autre objet d'apparence plus bénigne, et si on ne le lui dérobe encore, il gardera en soi-même précieusement l'image plus précise de l'arme. Le même directeur me montra l'équipe de scouts qu'il avait formée afin de récompenser les plus dociles enfants. Je vis donc une douzaine de jeunes garçons, sournois et laids, qui s'étaient laissés prendre au piège des bonnes intentions. Ils chantèrent de ridicules chants de route qui sont loin d'avoir la puissance d'évocation des complaintes sentimentales ou obscènes qu'on chante la nuit dans les dortoirs et les cellules. En regardant ces 12 gamins, il était clair qu'aucun d'eux n'avait été choisi, élu, afin de partager une expédition audacieuse, fût-elle seulement imaginaire. Mais à l'intérieur du pénitencier, et en dépit des éducateurs, il existait, je le sais, des groupes, des bandes plutôt, dont le lien, le collant qui les agglutinait, était l'amitié, l'audace, la ruse, l'insolence, le goût de la paresse, un air sur le front à la fois sombre et joyeux, ce goût de l'aventure contre les règles du bien. Je m'excuse d'employer un langage aussi peu précis, apparemment, que le mien. Veuillez considérer que je cherche à définir une attitude morale et à la justifier. Je reconnais vouloir surtout l'interpréter et le faire contre vous. Mais vous-même, ne seriez-vous pas les premiers à parler de la puissance des ténèbres, de l'obscur pouvoir du mal? Vous ne craignez pas la métaphore quand elle sait convaincre. Or, je trouve d'elle un emploi plus efficace pour parler de cette part nocturne de l'homme qu'on ne peut explorer, où l'on ne peut s'engager que si l'on s'arme, si l'on s'enduit, si l'on s'embaume, si l'on se couvre de tous les ornements du langage. Mais surtout quand on entreprend d'accomplir le bien, notons que je distingue très vite le bien du mal, mais qu'en fait ce sont des catégories que vous seul pouvez distinguer après coup. Toutefois, c'est encore à vous que je m'adresse, je vous accorde cette politesse. Si l'on entreprend, dis-je, d'accomplir le bien, on sait où l'on va, et que c'est le bien, et que la sanction sera bénéfique. Quand c'est le mal, on ne sait pas encore de qui l'on parle, mais je sais qu'il est le seul à pouvoir susciter sous ma plume l'enthousiasme verbal, signe ici de l'adhésion de mon cœur. En effet, je ne connais d'autres critères de la beauté d'un acte, d'un objet ou d'un être que le chant qu'il suscite en moi, et que je traduis par des mots afin de vous le communiquer. C'est le lyrisme. Si mon chant était beau, s'il vous a troublé, oserez-vous dire que celui qui l'inspira était vil? Vous pourrez prétendre qu'il existe des mots depuis longtemps chargés d'exprimer les plus hautaines attitudes,
et que c'est à cela que j'ai recours, afin que la moindre paraisse hautaine. Je puis répondre que mon émotion appelait justement ces mots, et qu'ils viennent tout naturellement la servir. Nommez donc, si votre âme est basse, inconscience, le mouvement qui porte l'enfant de 15 ans au délit ou au crime. Moi je le nomme d'un autre nom. Car il faut un fier toupet, un beau courage, pour s'opposer à une société aussi forte, aux institutions les plus sévères, à des lois protégées par une police dont la force est autant dans la crainte fabuleuse, mythologique, informe, qu'elle installe dans l'âme des enfants que dans son organisation. Ce qui les conduit au crime, c'est le sentiment romanesque, c'est-à-dire la projection de soi dans la plus magnifique, la plus audacieuse, enfin la plus périlleuse des vies. Je traduis pour eux, car ils ont le droit d'utiliser un langage qui les aide à s'aventurer. Où, croyez-vous? Je ne sais pas. Ils ne le savent pas non plus, même si leur rêverie se veut préciser, mais c'est hors de chez vous. Et je me demande si vous ne les poursuivez pas aussi par dépit, parce qu'ils vous méprisent et qu'ils vous abandonnent. Pour vous, je ne préconise rien. Depuis que je parle, ce n'est guère aux éducateurs que je m'adressais, mais aux coupables. Pour la société, en sa faveur, je ne veux pas inventer quelques dispositifs nouveaux afin qu'elle se protège. Je lui fais confiance, elle saura bien toute seule se garder du gracieux danger que sont les enfants criminels. C'est à eux que je parle. Je leur demande de ne rougir jamais de ce qu'ils firent, de conserver en eux intacte la révolte qui les a fait si beaux. Il n'y a pas de remède, je l'espère, contre l'héroïsme. Mais prenez-y garde. S'il en est parmi les braves gens qui m'écoutaient quelques-uns qui n'ont pas tourné le bouton de leur poste, qu'ils sachent qu'il leur faut assumer jusqu'au bout la honte, l'infamie d'être de belles âmes. Qu'ils jurent d'être jusqu'au bout des salauds. Ils seront cruels afin d'aiguiser encore une cruauté dont resplendiront les enfants. Quiconque par la douceur ou des privilèges essaie d'atténuer ou d'abolir la révolte, détruit pour soi toute chance de salut. Et personne ne peut excuser le crime s'il n'est d'abord coupable et condamné. Ces sortes d'aphorismes semblent surgir, suscités par ce lyrisme dont je parlais tout à l'heure. Je vous l'accorde. Pour les énoncer, je ne m'appuie que sur une seule autorité, sur la douleur que j'éprouverai à vous proposer leur contraire. Mais vous-même, sur quoi faites-vous reposer vos règles morales? Souffrez donc qu'un poète, qui est aussi un ennemi, vous parle en poète et en ennemi. Le seul moyen qu'auront les grandes personnes, les honnêtes gens, de sauvegarder quelque beauté morale, c'est de refuser toute pitié à des gosses qui n'en veulent pas. Car ne croyez pas, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, qu'il vous suffise de vous pencher avec sollicitude, indulgence, avec un intérêt compréhensif vers l'enfant criminel, pour avoir droit à son affection et à sa gratitude. Il fallait être cet enfant, il fallait vous aussi être le crime, et le sanctifier par une vie magnifique, c'est-à-dire par l'audace de rompre avec la toute-puissance du monde. Puisqu'on se divise, depuis nous qui l'avons voulu, qui osâmes cette rupture, entre non-coupables, je ne dis pas innocents, entre non-coupables dont vous êtes et les coupables que nous sommes, sachez que c'est toute une vie qui vous conduisait de ce côté de la barre d'où vous croyez pouvoir, sans danger et pour votre confort moral, nous tendre une main secourable. Quant à moi, j'ai choisi. Je serai du côté du crime, et j'aiderai les enfants non à regagner vos maisons, vos usines, vos écoles, vos lois et vos sacrements, mais à les violer. Hélas, je crains bien de n'avoir plus la même vertu, puisque, par ce qui n'est pas seulement une erreur des organisateurs de cette causerie, il m'est trop facilement accordé de parler à la radio. Les journaux montrent encore des photographies de cadavres débordant des silos ou jonchant les plaines, pris dans les ronces des barbelés, dans les fours crématoires. Ils montrent des ongles arrachés, des peaux tatouées, tannées pour des abat-jours. Ce sont les crimes hitlériens. Mais personne ne s'est avisé que depuis toujours, dans les bagnes d'enfants, dans les prisons de France, des tortionnaires martyrisent des enfants et des hommes. Il n'est pas important de savoir si les uns sont innocents et les autres coupables, au regard d'une justice plus qu'humaine ou seulement humaine. Aux yeux des Allemands, les Français étaient coupables. On nous aura tant maltraités en prison et si lâchement que je vous envie dans vos tortures, car c'est pareil et mieux que nous. Sous l'action de la chaleur, la plante s'est développée. Puisqu'elle fut semée par les bourgeois qui firent les prisons de pierre avec leurs gardiens de chair et d'esprit, je me réjouis de voir enfin le semeur dévoré. Ces braves gens applaudissaient, qui sont aujourd'hui un nom doré sur le marbre, quand nous passions menottes aux poignets,
et qu'un flic nous bourrait les côtes. Une seule chiquenote de leurs gendarmes fut vivifiée par le sang brûlant des héros du Nord. Elle s'est développée jusqu'à devenir une plante merveilleuse de beauté, de tact et d'adresse. Une rose dont les pétales tordus, retroussés, montrant le rouge et le rose sous un soleil d'enfer, se nomment de noms terribles. Majdanek, Belsen, Auschwitz, Mauthausen, Dora. Je tire mon chapeau. Mais nous resterons votre remords, et sans aucune autre raison qu'afin d'embellir encore notre aventure, parce que nous savons que sa beauté dépend de la distance qui nous sépare de vous, car, où nous abordons, je le sais, les rivages ne sont pas différents, mais sur vos plages bien ancrées, nous vous distinguons petits, fluets, rageurs, nous devinons votre impuissance et vos bénédictions. Réjouissez-vous d'ailleurs, si les méchants, les cruels, représentent la force contre quoi vous luttez, nous voulons être cette force du mal. Nous serons la matière qui résiste, et sans quoi il n'y aurait pas d'artiste. Romantique bavardage, dites-vous. Or, je sais que la morale au nom de quoi vous poursuivez les enfants, vous ne l'appliquez guère. Je ne vous le reproche pas. Votre mérite consiste à professer des principes qui tentent à commander votre vie. Mais vous avez trop peu de force pour vous livrer tout à fait à la vertu, ni tout à fait au mal. Vous prêchez l'une et désavouez l'autre dont cependant vous profitez. Je reconnais votre sens pratique. Hélas, je ne puis le chanter. Accusez-moi donc de lyrisme. Mais s'il arrive qu'un de vos juges, un greffier de tribunal, un directeur de prison, dans ma poitrine fasse éclore et s'élever un chant, messieurs, je vous en avertirai les premiers. Votre littérature, vos beaux-arts, vos divertissements d'après-dîner célèbrent le crime. Le talent de vos poètes a glorifié le criminel que dans la vie vous haïssez. Souffrez qu'à notre tour nous méprisions vos poètes et vos artistes. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il faut une rare outrecuidance aux comédiens qui osent feindre sur la scène un meurtre, quand il y a chaque jour des enfants et des hommes dont le crime, s'il ne les conduit pas toujours à la mort, les charge de votre mépris ou de votre délicieux pardon. Chacun de ces criminels doit s'arranger avec son acte. Il faut bien qu'il en tire les ressources mêmes de sa vie morale, qu'il organise celle-ci autour de lui-même, qu'il obtienne d'elle ce que la vôtre lui refuse. Pour soi et pour soi seul, et pour un temps très bref, car vous avez le pouvoir de lui couper la tête, il devient un héros aussi beau que ceux qui vous émeuvent dans vos livres. S'il vit, pour continuer de vivre avec soi, il lui faut plus de talent qu'au poète le plus rare. Cependant, vos héros, dont vos livres, vos tragédies, vos poèmes, vos tableaux sont gonflés, ils continuent d'être l'ornement de votre vie, quand leurs modèles malheureux vous les méprisez. Vous faites bien, ils refusent votre main tendue. Ceux qui m'écoutent, s'ils virent le film Xiuxia, ils furent émus par le jeu délicat du sentiment des enfants liés l'un à l'autre par le plus subtil amour. Ils admirèrent l'aventure qu'ils n'osèrent vivre, mais personne ne songera qu'il existe de ces héros charmants dans la vie même, qu'ils volent de vrais billets de banque à de vrais parents. Sans doute, ce qu'on appelle le talent des comédiens nous a-t-il permis de si belles images. Pourtant, ceux qui furent leurs modèles, plus ou moins exacts, ont souffert pour de bon. Ils ont saigné, ils ont pleuré, plus rarement, et la gloire du monde leur est refusée. Vous supportez donc l'héroïsme quand il est apprivoisé. Je note en passant que vos charmeurs, vos artistes, l'apprivoisent pour vous, en l'abordant de loin toutefois. Vous ignorez l'héroïsme dans sa véritable nature de chair, et qu'il souffre sur le même plan quotidien que vous-même. La vraie grandeur vous frôle, vous l'ignorez, et lui préférez sa feinte. Or, si des enfants ont l'audace de vous dire non, châtiez-les. Soyez dur afin qu'ils ne vous ménagent pas. Mais depuis longtemps, vous trichez. À vos tribunaux, à vos cours, vous n'observez plus déjà le cérémonial du rituel. Non que vous l'ayez remplacé par une cruauté plus intime, une cruauté en veston, si j'ose dire, mais par un grave laisser-aller. Vous venez au prétoire avec une robe rapiécée, dont les revers parfois ne sont même plus de soie, mais de rayonne ou de lustrine. Vous appliquerez donc toutes les règles du code, et d'abord les plus formalistes. L'enfant criminel ne croit plus en votre dignité, car il s'est aperçu qu'elle était faite d'une ganse déteinte, d'un galon décousu, d'une fourrure râpée. Le lucre, la poussière et la pauvreté de vos séances le désolent. Il est sur le point de vous offrir un peu de majesté qu'il sait obtenir d'une séance plus solennelle où il comparaît en secret, cependant que vous continuez sous ses yeux votre enfantin simulacre. Pour un peu, la familiarité vous conduirait jusqu'à lui tapoter la joue, à lui prendre le menton,
si vous ne craigniez qu'on ne vous accusât non d'indulgence paternelle, mais d'abominables sentiments. Mais je plaisante, n'est-ce pas? Et mon humour vous paraît bien lourd. Vous êtes sûr que vous sauverez ces enfants. Heureusement, à la beauté des voyous plus âgés qu'ils admirent, aux fiers assassins, vous ne pourrez jamais opposer que des surveillants ridicules, étriqués dans un uniforme mal coupé et mal porté. Aucun de vos fonctionnaires qui puisse emporter les enfants et les faire réussir dans l'aventure qu'eux-mêmes ont amorcée. Rien ne remplacera la séduction des hors-la-loi, car l'acte criminel a plus d'importance que n'importe quel autre, puisqu'il est celui par quoi l'on s'oppose à une force si grande, morale et physique. Vous croyez, vous aussi, à la beauté de Vacher, à celle de Weidmann, à celle d'Ange Soleil. Je m'élève contre cette affirmation, qu'il y avait en eux de merveilleuses possibilités dont on aurait pu tirer parti. Voilà un langage que vous seul pouvez tenir, c'est celui de la société, mais vous seriez bien en peine si je vous interrogeais avec rigueur. Ils ont, eux, tiré d'eux-mêmes les plus merveilleuses possibilités. Il vous reste, si vous ne les conquérez par des douceurs, de guérir les enfants, car vous avez vos psychiatres. À propos de ces derniers, il suffirait de poser quelques questions simples et 100 fois posées. Si leur fonction consiste à modifier le comportement moral des enfants, c'est pour les amener à quelle morale? S'agit-il de celle qu'on enseigne dans les manuels scolaires? Mais l'homme de science n'oserait pas la prendre au sérieux. S'agit-il d'une morale particulière élaborée par chaque médecin? D'où celui-ci tire-t-il son autorité? À quoi bon ces questions? On les escamotera. Je sais qu'il s'agit de la morale courante, et le psychiatre s'en tire en donnant aux enfants le beau nom d'inadaptés. Que puis-je répondre? À vos roueries, j'opposerai toujours ma ruse. Aujourd'hui, puisqu'il est permis par je ne sais quelle erreur à un poète qui fut des leurs de parler à ce micro, je veux encore redire ma tendresse pour ces petits gars sans pitié. Je n'ai guère d'illusions, je parle dans le vide et dans le noir. Cependant, fût-ce pour moi seul, je veux encore insulter les insulteurs. La chair de mon amant que j'enfièvre.